bienvenue dans votre émission, celle qui vous donne la parole pendant 2 heures de direct au 39-21. Peut-être êtes-vous allé fêter Halloween chez des amis ce soir, ou vous préparez-vous à aller demain dans un cimetière fleurir la tombe de ceux qui vous sont toujours aussi chers. À 87 ans, le penseur Edgar Morin estime que les enterrements laïques manquent toujours d'un rituel et d'un cérémoniel permettant d'adresser un adieu sacré aux défunts. La mort si longtemps refoulée est revenue demander aux vivants de prendre conscience de son inéluctabilité et de son mystère. Il nous faut ressusciter rituels et cérémonies, nous dit-il. La modernité sociale a tout fait pour dissimuler cette tragédie et la déritualisation nous laisse face à des deuils ressentis comme plus cruels encore. Mourir nous est insupportable, vieillir nous dégoûte, mais la crise et les catastrophes naturelles qui s'enchaînent sur la planète depuis quelques années, la menace qui pèse sur notre écosystème, cette richesse matérielle qui échoue à nous combler, le procès fait aujourd'hui au profit tout concourt à l'urgence d'un retour du sacré. Qui a appris à mourir, a désappris à servir, disait Montaigne dans le livre 1 des Essais. Autrement dit, pour vivre libre, il faut apprendre à ne pas craindre la mort. Mais en cette nuit de Toussaint et d'Halloween où les esprits se rappellent à nous, il faut aussi se souvenir de la très belle phrase de Cocteau qui disait « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». Alors si ce soir vous avez le vague à l'âme, si vous souhaitez vous confier ici à l'antenne d'Europe 1, Quentin est là, fidèle au standard du vendredi soir pour recevoir vos appels au 39-21. D'autant que nous fêtons aussi les Quentins ce soir, alors bonne fête à Quentin. Et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir. Oui. Alors, j'en ai discuté un petit peu avec Quentin, voilà mon souci. Je suis séparée du père de mes enfants depuis 3 ans et on est resté 1 an un peu en colocation et depuis 2 ans à peu près je vis seule. Oui. Et à chaque fois qu'on a une dispute qui tourne autour des enfants et de la gestion des enfants notamment, je suis toujours très, très affectée. Ça me mine, mais vraiment à un point comme s'il avait encore une emprise sur moi, comme si j'avais un peu peur de le décevoir. Je sais pas, enfin, je suis pas psy, mais parfois j'ai le sentiment comme si c'était mon père qui me disputait et que j'étais triste de le décevoir. Oui. Alors je peux vous donner un exemple très concret, ça sera peut-être plus facile qui est arrivé là il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous appeler. Alors ça part d'un truc tout bête, les enfants ont passé quelques jours chez leurs grands-parents paternels. Et c'est lui qui j'avais préparé les affaires, mais lui devait préparer le reste des affaires, et notamment des affaires de toilette, et il avait oublié les brosses à dents. Les enfants sont restés 3 ou 4 jours chez les grands-parents sans se brosser les dents. Personne s'en est soucié. Lui, il n'était pas sur place. Et quand je suis allée les chercher, j'en ai parlé à ma fille, en lui demandant si elle s'était bien brossé les dents, parce que pour moi, c'est une règle d'hygiène un peu essentielle. Et elle m'a dit, je me suis pas brossé les dents pendant plusieurs jours, pendant tout le temps que j'étais chez mamie. Donc je me suis dit, excusez-moi, ce sont les grands-parents côté paternel, hein, je comprends. Oui, côté paternel. Oui. Donc, tout s'était bien passé, à part ce petit souci. Pour moi, c'est un gros souci. Donc, je voulais pas rentrer en conflit avec le père, et j'envoie un petit texto en lui disant, tu as oublié les brosses à dents, les enfants ne se sont pas lavé les dents. Je me suis dit qu'il ait oublié les brosses à dents, c'est pas si grave, mais que les grands-parents se soient pas aperçus. Oui, c'est ça qui pose question. Oui. Voilà, ça m'a vraiment soucié. Et donc, il m'a appelé, j'étais occupée avec les enfants, et je l'ai rappelé ensuite. Et là, on s'est énormément disputé. Et il a retourné le truc, en gros, en me disant, toi non plus, t'es pas irréprochable. Des fois, tu m'amènes les enfants, elles sont mal coiffées. Alors, je lui emmène les enfants le vendredi soir après l'école, donc je peux pas les retarder. Voilà. Donc, c'est parti de là. Il a beaucoup crié. En fait, moi, ça m'a fait peur. Du coup, j'essaie de me justifier, me laisser pas en placer une, et ça m'a énormément affectée. Et je me dis, il m'a fait aussi le coup de la menace en me disant, si les enfants sont pas bien coiffés, quand tu vas me les emmener vendredi soir, tu pourras les rentrer avec elles chez toi. J'en voudrais pas. Oh là là. Alors, j'ai trouvé ça très dur. Alors l'avantage, c'est qu'après, il se calme et il m'a rappelé le lendemain pour en discuter. Quand on en discute, en fait, moi, je parle quasiment pas.
j'ai un peu peur d'aggraver mon cas. Ouais, c'est terrible. C'est tout ce que vous dites pour être tenu contre vous. Exactement. Je ne veux pas rajouter l'huile sur le feu. Et il m'a rappelé, il a eu quand même l'intelligence de me rappeler 2 jours après en me disant qu'il a eu sa mère au téléphone, qu'il s'était fâché. En fait, il m'en voulait pas de lui avoir reproché d'avoir oublié les brosses à dents parce qu'il m'a dit j'ai fait une connerie. Il me reprochait d'avoir, en gros, dit que ses parents ne s'en étaient pas aperçus, que je trouvais ça inadmissible. Et puis il a fini par me dire qu'il avait appelé sa mère, qu'il s'était engueulé avec elle en lui disant mais c'est inadmissible, t'aurais pu aller acheter des brosses à dents, tu t'en es même pas aperçu. Si j'avais mis qu'une culotte aux filles, tu l'aurais mis. Enfin voilà. Donc, et qu'est-ce qu'ont répondu les grands-parents? Vous êtes au courant? Non. Apparemment, elle s'est un peu mise en colère, la maman, en disant c'est pas si grave, ça va. Mais ils ont quel âge, vos enfants? Alors, la petite va avoir 4 ans en janvier, la plus grande va avoir 7 ans dans quelques jours. Oui, donc 4 ans et 7 ans ne sont pas des enfants qui se couchent vraiment tout seuls. Vous voyez, on est souvent dans la salle de bain avec eux, en tout cas à 4 ans. Donc qu'on soit grands-parents ou parents, voilà, on est avec dans la salle de bain, on sait très bien ce qui se passe. On voit très bien s'ils se lavent pas les dents, par exemple, ou les mains. Oui, je pense qu'en fait, ils ont un petit peu laissé, on est en vacances et c'est le truc faire. Mais elle s'en est même pas aperçue parce que lui me disait qu'en fait, chez ses parents, l'habitude, c'est se laver les dents le matin, pas le soir. Bon, ok. Mais bon, le truc, c'est que je me suis dit, cette histoire, ça m'a terriblement affectée. Oui, pourtant, j'étais dans mon bon droit. Et à chaque fois, il n'a jamais été violent quand on était ensemble, mais c'était violence verbale. J'ai eu des discussions avec des insultes. J'ai peur de ça. Et est-ce que justement, parce que il y a 2 choses que vous avez dit qui me semblent importantes, c'est j'étais dans mon bon droit et quand je me justifie, ça part mal. Donc il y a une histoire chez vous dans ce que je comprends de valeur. Donc effectivement, donc vous ne vous attendez pas à avoir besoin de justifier puisque, comme vous dites, vous êtes dans votre bon droit. Et en même temps, dans la réponse, vous vous trouvez finalement accusé. Vous voyez, l'élément se retourne contre vous. C'est quelque chose qui est habituel dans votre relation de couple, j'ai envie de dire encore aujourd'hui, en tout cas avec le père? Je ne pense pas. Vous voyez, dans le fait de à chaque fois, alors quand vous étiez, vous voyez quand vous étiez. Maintenant, ça fait écho ce que vous me dites parce que bien souvent, il y a eu des situations où, pour après avoir débriefé sur le truc, il me disait à chaque fois oui, tu avais raison. Et on s'est séparés et il m'a dit c'est moi qui étais, j'en suis à 99% responsable de la rupture. Ça finissait toujours, au début il était, avait un peu de manipulation en essayant de me faire croire que j'avais tort. Et pour les disputes, je lui disais toujours mais je te parle de faits, je te donne pas mon point de vue. Il s'est passé telle et telle chose. Et à chaque fois, donc il y avait toujours ce sentiment d'injustice qui pour moi est proprement insupportable. Oui, parce que quand vous ne parlez pas au même niveau, c'est ce que je comprends, Florence, c'est que vous parlez de faits, donc de choses très concrètes, et lui tire en fait l'échange ou le discours à un autre niveau qui va les placer sur un autre sujet, sur des valeurs, sur des généralités. Donc vous ne pouvez pas communiquer puisque vous ne vous parlez pas sur un même niveau de sens. Voilà. Imaginez que vous parlez vous parlez sur un sens qui sont des faits, des choses concrètes qui sont passées et c'est comme ça que vous auriez aimé que ce soit. Et lui va tirer ça sur des généralités, jamais, toujours, encore, ou avec toi c'est toujours comme ça, ou c'est. Il va tirer ça de façon plus générale. Donc ça crée un flou, ça crée de la confusion. Vous n'arrivez pas à reboucler avec des faits, en fait. Oui, c'est peut-être pour ça que je suis déstabilisée, mais ce que je comprends pas, je pourrais me dire, de toute façon, il raconte n'importe quoi, c'est pas grave, mais alors je sais pas si c'est parce que j'ai mes enfants, c'est parce que j'ai mes enfants et je suis partie, que c'est vraiment mon talon d'Achille, ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, cette emprise qu'il a sur moi, j'ai c'est votre ressenti. En colère. Oui, voilà. Et alors, vous avez dit aussi 2 choses. Vous avez dit comme si c'était mon père. Est-ce que votre père se mettait comme ça vous avez des souvenirs enfants ou votre père se mettait en colère pour une raison qui vous semblait injustifiée ou vous ne compreniez pas? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça? J'ai perdu mon père quand j'étais toute petite. Je venais à peine d'avoir 6 ans. Ouais. Mais je me rappelle les peu de souvenirs que j'ai parce qu'il a été malade longtemps. C'est effectivement, il se mettait en colère, mais il se mettait en colère parce qu'on faisait des bêtises. Mais c'était pas. Je me rappelle d'une grosse colère, mais qui m'avait profondément marquée parce qu'on devait rentrer, je vous dis une bêtise, à 8h et qu'on est rentré à 8h30 et qui était terriblement inquiet. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Mais j'ai pas le souvenir de grosses disputes de mes parents et puis j'étais la chouchoute, donc mon père ne
Je ne me rappelle même pas qu'il m'ait disputé une fois. Enfin, oui, d'accord. Et votre séparation, elle est de votre part à tous les deux? C'est vous? Non, c'est que moi. C'est moi qui suis partie parce que la vie à deux devenait insupportable. J'étais toute seule à tout gérer. Et, il sortait tout le temps et il me laissait seule tout le temps à la maison. Et puis en plus, il me parlait pas très bien. Il y a eu des insultes quand on se disputait. Oui. Il criait beaucoup. Voilà, c'était comme ça. Parce que moi, j'avais les mots, j'avais les justifications. Et lui, comme il trouvait pas les mots pour me répondre, il manquait de répartie. Du coup, il criait et ça me faisait peur. Voilà. Mais j'ai pas eu peur de violence physique. Je sais très bien qu'il aurait jamais fait ça, qu'il m'aurait jamais touchée. Oui, mais vous n'étiez pas en sécurité dans ce couple, en fait. Non. Voilà. Moi, je parle de sécurité psychologique. Hein. Oui, d'accord. Exactement, j'étais pas en sécurité. Oui. Et je me dis comment me libérer de cette emprise. Je sais pas comment faire. Parce que finalement, vous voyez, en fait, vous l'avez quitté pour vous libérer de ce problème-là, enfin, qu'il y en ait un pour vous, c'est-à-dire de ne pas être en sécurité. Mais comme le lien continue, forcément, hein, vous restez parents des enfants, tous les deux. Vous dites, mais en fait, c'est terrible, on est séparés, mais je reste dépendante, encore une fois, psychologiquement de lui. Oui. Et en fait, ce qui serait peut-être intéressant pour vous, Florence, c'est d'essayer d'observer ou de comprendre, voire même de ressentir où ça s'accroche chez vous. Voyez ces reproches et d'essayer de prendre un peu de recul pour comprendre lui aussi à quoi il joue avec vous, comment il opère à chaque fois. Vous voyez, comme si c'était une stratégie et que vous arriviez à définir un scénario. Maintenant que justement vous vivez plus ensemble, vous êtes plus à distance et que vous savez qu'immanquablement, cette phrase-là, ce mot-là, cette façon de faire va déclencher la même réaction parce que vous me semblez assez en conscience de ce qui se passe. Donc vous devez arriver à repérer. Oui. Est-ce que ça, par exemple, vous voyez, vous sauriez dire, si, et du coup d'être peut-être moins de rester dans votre bon droit. Il y a votre bon droit d'un côté, et puis il y a la façon dont vous exprimez votre bon droit ou dont vous le justifiez qui peut être un peu plus stratégique. Oui, parce qu'il me reproche le ton, en fait. Ce qu'il m'a reproché, il m'a dit sur le fond, tu as raison, mais c'est le ton que tu emploies. Il trouve que j'ai un ton méprisant. Et je lui ai dit que j'étais en colère. J'étais en colère, c'était pour ça que je lui avais envoyé un texto pour éviter de discuter avec lui, parce que j'étais en colère ce soir-là. Et lui, il supporte pas, en fait. On a eu des disputes récurrentes au sujet de sa mère. Parce que sa mère s'est pas mal mêlée aussi nos histoires de couple. Au début, on était ensemble. Et dès que je faisais un reproche là-dessus, c'était... je touchais à l'intouchable. Je touchais au sacré. Mais après, il s'est aperçu avec le temps. Parce qu'à un moment, il a travaillé avec une thérapeute qui a mis le doigt là-dessus. Qui avait mis le doigt là-dessus sur la relation avec la mère, qui était un peu curieuse à ce niveau-là. Enfin, curieuse, c'était pas le terme qu'elle a employé. Et puis, de toute façon, il m'avait pas tout dit. Mais il y a un truc avec la mère où la mère, j'étais un peu l'ennemie. Je sortais avec le fils chouchou, le fils favori. Et tout ce que je faisais, c'était pas bien. Elle me disait toujours de manière très gentille, très douce, mais c'était jamais bien ce que je faisais. Donc, ce qui était probablement insupportable pour moi. Et elle a aussi... Voilà. Oui, mais c'est ce qu'il fait aussi un peu avec vous, lui. C'est jamais bien ce que vous faites, si je comprends bien. Ah, exactement. Dans les reproches. Donc, c'est le même. Oui. Et il y a eu d'autres... Ça fait écho quelque part en vous, dans votre enfance. C'est jamais bien ce que je fais. Oui, vous êtes dans cette peur-là? Non. Au travail non plus, par exemple? Je l'ai vécu au travail un moment, mais je me suis libérée de ça. J'ai changé de métier. Mais non, à la maison, j'étais toujours formidable, la meilleure. J'ai toujours été très valorisée par mes parents. Oui, donc c'est avec lui et avec sa famille, vous avez ce sentiment que quoi que je fasse, c'est pas bien, on va trouver à redire finalement. On va toujours me reprocher quelque chose. C'est pour ça que la séparation, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a permis de me libérer de ça. Et je me suis vraiment sortie. C'est comme si je respirais à nouveau quand je suis sortie de là. J'avais l'impression d'étouffer dans cette relation. Mais justement, je me dis, c'est bon, j'en suis sortie, mais pourquoi ça continue à m'affecter autant? Parce que finalement, il est plus... Enfin, moi, j'ai un truc avec la légitimité. Si on me fait un reproche, ma mère me fait un reproche, je la trouve légitime, ça va m'affecter. Quelqu'un au boulot, un collègue dont je me fiche, me fait un reproche, ça va me passer des kilomètres au-dessus. Et j'aimerais me dire, il n'y a plus cette légitimité-là qui me touche, mais ça marche pas. Alors, est-ce que ça dépend de la personne qui vous le fait ou ça dépend du fond de ce qui est dit? La personne. De la personne. Ça dépend des personnes. D'accord. Donc en fait, là, dans ce que vous me racontez, vous trouvez qu'il a encore trop d'importance pour vous? Oui. Et vous pensez que vous avez encore des sentiments pour lui ou... Non. Non. Oh non, pas du tout. Ça c'est clair pour vous.
Oui, ça c'est très clair. D'accord. Oui. Alors, est-ce que c'est la légitimité du père de vos enfants? Parce qu'il en a forcément une, de fait d'être le papa de vos enfants. Est-ce que c'est cette légitimité-là qui vous, du coup, vous attache? Peut-être, parce que ça reste un bon papa. Il adore ses filles, et les filles le réclament tout le temps. Il est vraiment très très attaché à ses filles. Alors ça serait peut-être ça. Parce que vous me parliez de la légitimité de votre maman, donc il y a pour vous, chez lui, une légitimité qui vous impose de vous entendre avec lui alors que vous ne vous entendez plus avec lui. Je pense, oui. Et ça vous met dans un peu dans quelque chose de complexe pour vous, parce que j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un qui a un caractère assez entier, et qui a du coup besoin, si je peux compter sur quelqu'un, je peux compter à 100% dessus. C'est blanc ou noir peut-être un peu avec vous dans la vie, non? Peut-être, oui. Non, c'est un peu excessif aussi, donc. Oui, alors je sais pas si c'est excessif, parce qu'il y a toujours, vous savez, c'est toujours pareil, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté de la face d'une même pièce. Donc on a souvent le défaut de sa qualité inversement. Alors il y a rien en soi de bien pas bien. Par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est un peu comme un axe de travail avec lui. C'est de vous dire, dans mon côté caractère entier où j'aimerais que les choses se passent au mieux, et j'aimerais que tout se passe bien, et ça se passe pas aussi bien que je voudrais. Mais voyez, la relation que vous me décrivez aujourd'hui, elle est à l'image de celle qu'avait votre couple, finalement. Il n'y a pas tellement de choses étonnantes. Vous avez fui une relation d'emprise dans laquelle vous vous sentez pas bien et toujours mise en défaut. Et il continue, égal à lui-même, à vous mettre en défaut. Oui. Et ça doit me rappeler ce qui se passait quand on était ensemble. Ouais, je pense, oui. Et que vous peut-être que effectivement, idéalement, vous êtes dit, le jour où on sera plus ensemble, je ne vivrai plus jamais ça. Et je continue à le vivre aujourd'hui de façon épisodique, qui vous est difficile. Oui. Et peut-être que ce petit morceau-là, fait encore partie de la relation. Alors après, il y a façon et façon de le vivre, effectivement. Parce que cette histoire, par exemple, de brosse à dents, alors je sais pas quel rapport vous aviez avec vos ex-beaux-parents, mais est-ce que c'est imaginable de passer un coup de fil, vous voyez, à votre ex-belle-mère pour dire j'ai oublié de mettre les brosses à dents, mais je suis un petit peu désolée et un peu contrariée parce que j'apprends qu'ils se sont pas lavés. Je comprends que vous n'ayez pas forcément envie d'en acheter, mais dans ces cas-là, appelez-moi, dites-le moi, puis on s'arrange. Vous en achetez, je vous rembourse. Enfin, j'en sais rien. Vous inventez un deal, quoi, qui vous va, connaissant un peu la personnalité. Ça aurait été possible, par exemple, de faire comme ça sans passer par lui? Oui, ça aurait été possible, mais je ne savais pas, cette histoire de brosse à dents, parce que c'était lui qui était censé les mettre. Moi, je le sais. Voilà, bien sûr, je l'aurais fait. Ah, c'est lui qui était censé les mettre. Oui, moi, j'ai préparé les vêtements. Elles ont passé le week-end chez lui, donc lui, il devait mettre les brosses à dents. D'accord, oui, j'avais cru que c'est vous qui les aviez oubliés. D'accord. Ouais, non, et comment vous pensez que vous auriez pu, à quelles conditions vous auriez pu bien vivre cette histoire? Qu'est-ce qui vous aurait permis? T'as raison, mince, ça s'en est pas aperçu, c'est pas normal. Et lui, en fait, le truc de tout de suite prendre la défense de sa mère comme si j'attaquais sa mère, oui, indirectement, c'est ce que j'ai fait, enfin, ses parents de manière globale. Et le coup du chantage, en fait, ça, c'est ça qui m'a mis comme un coup de poignard au cœur. Quand il m'a dit, toi, tu m'amènes les enfants, elles sont mal coiffées, et si elles sont mal coiffées la prochaine fois, je les prends pas. Et je me suis dit, mais les pauvres gamines, je vais les emmener devant lui et il va me dire, tu les ramènes chez toi, elles sont mal coiffées, mais comment je vais leur expliquer ça aux filles? Mais vous le prenez au sérieux là-dessus? Honnêtement, c'est sérieux ce genre de choses, le connaissant? Non, il n'aurait jamais fait ça. Vous voyez? Mais c'est important. Servez-vous de ce que vous connaissez de lui. Lâchez, il dit ça. Si vous le connaissez suffisamment bien, vous savez qu'il n'aurait jamais fait ça. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est ce côté œil pour œil, dent pour dent. Donc, il ne veut pas reconnaître qu'il soit pris en défaut. Ça lui est insupportable. Donc, quand vous savez ça de lui, il y a une façon de vous adresser à lui. Parce que du coup, vous ne souhaitez pas, vous voyez, être dans ce retour de manivelle. Donc, il va vous falloir être un petit peu stratégique pour pas prendre en boomerang le coup. Mais c'est une histoire de conflit de valeurs là. Vous, votre valeur, c'est je suis dans mon droit, ce que vous dites. Et puis, finalement, lui, il vous renvoie parce qu'il ne veut pas prendre sa responsabilité par rapport même à un événement comme celui-là. Donc, vous le confrontez à ce qu'il fait de mal. Finalement, vous voyez, c'est exactement le même jeu. C'est-à-dire, il passe son temps à vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, mais il entend de vous que vous lui dites ça.
Chacun est dans le même, vous voyez, sur le même axe. Oui, Donc, comprends, si vous bougez un petit peu, en faisant attention à ne pas qu'il l'entende, parce que s'il est là-dedans, si son système, vous voyez, de communication à l'autre, et que sa famille aussi est là-dedans, c'est ce que font les autres, c'est pas bien, et nous on a raison de penser ce qu'on pense, on a raison de faire comme on fait, et nous on est les meilleurs, etc. S'ils sont tous là-dedans, et que vous venez, vous voyez, contredire ça, mais même par des faits, c'est insupportable pour leur système à eux. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai qu'ils sont dans ce système-là un peu oui. au-dessus de la mêlée. Alors que vous êtes plutôt dans, si je fais une erreur, je suis capable de la reconnaître. Et je suis capable de me remettre en cause. Là, c'est pas ce que vous trouvez en face. Ouais. Et du coup, vous vivez ce qu'eux vivent, en fait. Il vous fait vivre ce qu'il vit lui-même. C'est-à-dire ne jamais créditer la parole de l'autre. La parole de l'autre n'a aucun crédit, la vôtre n'en a pas, les faits n'en ont pas, rien n'a de crédit. Donc votre droit, il a sa loi, vous voyez. Donc la loi générale, vos faits, c'est comme une courroie qui patine à vide. Oui. Donc ne restez pas sur ce système-là dans l'échange, dans la discussion, parce qu'il ne peut pas l'entendre. Et qu'en ne l'entendant pas, il va vous le renvoyer, vous allez souffrir encore plus. Oui, parce qu'il le renvoie violemment en plus. Donc... Ah oui. Oui, j'imagine que c'est très violent pour vous. Parce qu'en fait, ils se sont attaqués alors que vous venez pas pour attaquer, vous venez pour dire un fait. Mais il prend le fait pour une attaque. Oui, complètement, mais ça il me l'a dit en plus. Il m'a dit qu'il s'était senti attaqué. Il m'avait dit, après, il a quand même l'intelligence, effectivement, 2 jours après, de reconnaître que j'avais raison et que ce qui est un point assez fort. Moi, ce qui me paraît être un très gros point. Donc, peut-être que si vous bougez un petit peu de posture et sur la peur finalement qu'il vous occasionne, en étant justement un peu plus fine, un peu plus stratégique, vous aurez moins peur. Oui. Parce que votre peur et votre colère, elles viennent de l'impuissance. Vous vous sentez impuissante à faire avec lui. Mais si vous comprenez qu'il se sent toujours accusé, dans votre façon de dire les choses, vous allez bouger un petit peu, faire en sorte que ce ne soit pas sur un ton d'accusation. Et peut-être que là, il sera... Vous avez déjà essayé ça un peu ? Non, parce que je suis très première intention. J'aurais dû réfléchir un petit peu, effectivement, et essayer d'être un peu plus stratège. Vous savez que, moi, c'est sorti parce que j'ai tendance à être un peu... d'abord agir et réfléchir ensuite. Oui, c'est ce que j'entends, oui, ce que je comprends. Mais c'est pas tant, vous voyez, pour être stratégique par rapport à lui, mais pour bien gérer vos émotions. Le connaissant et vous connaissant vous-même, prenez soin de vous. Faites attention à pas vous mettre dans une situation qui va vous faire souffrir et dont vous vous sentirez emprisonné. En d'autres termes, ne vous jetez pas dans la gueule du loup toute seule. Oui, c'est ce que j'ai fait, Ouais. Donc maintenant que vous connaissez, mais quel que soit le terrain, c'est valable physiquement dans la vie. On se jette pas comme ça dans la gueule du loup. Donc soyez un peu prudente. Cet homme vous fait un peu peur, il y a un peu d'emprise. Soyez plus prudente. Et du coup, prenez soin de vous. C'est pas tant être stratégique avec lui que prendre soin de vous finalement. Oui, je comprends. Faut que je commence par la finalité pour définir ce que je vais faire. Prenez le temps, prenez le temps. Oui. Prenez le temps de vous demander qu'est-ce que je ressens là, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi. Mais même sur, comme vous dites, une histoire de brosse à dents, c'est quoi ce qui est le plus important pour moi ? Alors, si c'est que les enfants se lavent les dents, il faut d'abord que j'explique ça d'abord, avant de raconter le fait qu'ils n'en avaient pas. Ah oui, d'accord. Et prenez le temps. Et qu'après, faire en sorte de voir comment on peut faire les prochaines fois éventuellement. Est-ce que quand vous faites les bagages, vous pensez à des choses s'ils pensent pouvoir les oublier ? C'est ça que pour éviter justement d'avoir des reproches, quand je prépare des affaires pour les enfants, j'en mets 10 fois plus que ce qu'il faut. Donc comme ça, parce que j'ai déjà eu des reproches en me disant que je mettais pas assez de vêtements. Voilà, donc j'en mets plus et je me dis comme ça, il est tranquille. Et s'il fait chaud, s'il pleut, s'il fait froid, j'en mets pour... Oui, mais comme vous savez aussi qu'il va vous chercher tout le temps la petite bête, parce que vous aurez eu beau mettre tous les vêtements et il manquera une paire de chaussettes, à un moment donné, c'est un travail à faire avec vous, parce qu'une relation d'emprise, c'est que il en a, mais vous êtes d'accord pour être dedans.
Tant que vous voulez être la bonne mère à ses yeux et celle qui fait tout bien, parce qu'elle est là l'emprise avec lui. Comme il vous met tout le temps en face de ce que vous faites mal et que vous voulez être la fille qui fait tout le temps bien, vous recherchez son approbation. Oui. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que vous l'avez quitté parce qu'il vous empoisonnait la vie. Donc vous recherchez l'approbation d'un homme qui vous empoisonne la vie. Oui, là, je me rends compte à quel point c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est juste à un moment donné un peu paradoxal. Oui, c'est paradoxal. C'est qu'il y a quelque chose à lâcher. C'est vous ne pouvez pas chercher l'approbation d'un homme qui vous empoisonne la vie. Comme vous dites, il y a une histoire de légitimité. Donc il reste bien sûr le père de vos enfants et à ce titre-là, il est légitime. Mais il est plus légitime à être votre époux. Donc à vous dire ce que vous avez à faire et à bien faire. Et vous, ça va vous permettre de grandir. Bah oui, j'ai pas prévu qu'il allait faire 30 degrés un 1er novembre. C'est difficile là à prévoir en ce moment pour des enfants. Voilà, donc non, je suis pas parfaite, mais c'est formidable, mon chéri, parce que tu es là. Et tu t'occupes très bien des enfants. Mon chéri, non. Non, effectivement, on va l'enlever, oui. J'avais zappé une étape, on va l'enlever. Non, mais oui, enfin, vous avez raison, oui, en effet. Et je vais vous quitter, Florence, avec un message de Natacha qui dit « Je pense qu'elle devrait garder dans un coin de tête qu'elle est une bonne maman. » Et je suis bien d'accord avec Natacha. Et plus que dans un coin de tête, pour en rajouter, Natacha, dans votre cœur. Gardez ça au chaud. C'est ça qui est important. Et puis, laissez-le dire. Il est sûrement pas parfait non plus. Donc, ne jouez pas aux parents parfaits, ça n'existe pas. C'est vrai. Bonne soirée à vous, Florence. Bonne nuit. Merci, Sophie. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. C'était Julien Clerc. On ne se méfie jamais assez. Bonsoir Martine. Bonsoir. Ouais, je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit problème là dernièrement, une relation toute nouvelle qui m'a un peu perturbée. Parce que j'ai rencontré un homme de quelques années de plus que moi qui semblait être bien avec moi. Et au bout de 3 semaines à peu près, il m'a dit non, je repars parce que j'ai une personne pour qui j'avais eu un coup de foudre il y a quelque temps, qui n'était pas libre et qui maintenant m'a dit qu'elle était disponible. Donc je suis perturbée parce que je ne sais pas quoi penser. Oui. J'ai commencé à m'attacher à cette personne, à me sentir bien avec. Et puis j'ai 62 ans. Lui avait des petits problèmes aussi par rapport à son âge au niveau de l'intimité, quoi. Donc je comprends pas tellement ce coup de foudre. Alors je lui ai dit peut-être que tu penses que ça ira mieux avec cette personne, mais je comprends pas. J'avoue que là je suis perturbée. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous disiez, avant que cette nouvelle vous tombe dessus sur lui? On a commencé à avoir des petits projets. Oui. On est sortis plusieurs fois ensemble. Moi, j'ai l'habitude de faire une cure, par exemple, l'été. Donc, je lui avais proposé de venir avec moi. Il m'avait dit, oui, pourquoi pas. J'ai même une fille qui vit actuellement en Afrique. Je lui ai dit, si un jour ma fille veut nous voir en Afrique, est-ce que tu viendrais? Il m'a dit, oui, j'aurais peut-être peur d'aller en Afrique, mais je viendrai quand même. Enfin, voilà quoi. Donc, je suis un peu perturbée, là. Et c'était ça faisait 3 semaines que vous fréquentiez, en fait. 2 mois que je le connais à peu près. 2 mois. Et depuis 3 semaines, vous étiez beaucoup plus ensemble? Voilà, oui. Il vivait chez vous ou? Non, on se voyait le week-end. Vous voyez le week-end? On téléphonait le soir régulièrement. Mais du jour au lendemain, il vous a dit quoi? On va plus se voir? Oui, il m'a dit... Comme une rupture, en fait. Après, oui, en fait, on a passé une bonne soirée. On est allé danser, tout ça. Et c'est le lundi, il m'a dit, il se passe quelque chose de bizarre. J'ai dit, ah bon? Oui, ça nous concerne. Voilà, j'ai une personne pour qui j'avais eu un coup de foudre il y a quelque temps, qui est réapparue dans ma vie, et j'aimerais vivre cette histoire. Voilà. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Comment s'est passé l'échange? Au début, l'échange était assez compréhensif, quoi, mais maintenant, je ne suis plus du tout, quoi. Parce que... Au début, je lui ai dit, ça peut arriver, mais maintenant, je le vis très mal. Mais oui. Je le vis très mal. Parce que, sur le moment, vous avez été très compréhensive, en fait.
Oui. Oui. Je lui ai dit, bah oui, c'est vrai que ça peut arriver. Bon, c'est pas évident non plus. Donc, effectivement, s'il vit pas cette chose-là, il pourra jamais savoir si vraiment. Mais enfin, moi, je suis Ça, c'est quoi quand dans vous l'histoire. raisonnez. Bah oui. Je lui ai dit Ça, que j'étais quand même à l'eau de consolation, quoi. Il m'a dit, ah ben non, pas du tout. T'es une femme bien, tu mérites d'être heureuse. J'ai dit, oui, enfin bon, ce refrain-là, on le connaît par cœur, mais au bout du compte, on est quand même seul. Et puis, je me pose quand même la question, parce que j'ai quand même une situation difficile. J'ai qu'une petite retraite. Donc voilà, quoi, je vis dans un petit appartement, et voilà, je me dis, est-ce que c'est ma situation, il n'a pas voulu le dire Bah, quoi qu'il lui aurait fait peur, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Oui, peut-être. Parce que lui avait moi, une... je suis une personne très franche, je dis les choses d'emblée. Oui. Donc, bon, je suis un petit peu aussi assez fragile émotionnellement. Bon, ça, il le sait. En plus, quand je l'ai rencontré, j'avais des petits soucis de santé, j'avais des problèmes Qu'est-ce de que vertige. vous appelez... Il a été très compréhensif par rapport au départ, parce qu'il y a d'autres personnes, justement, ça m'a étonnée, d'autres personnes seraient parties. Aurait dit, oh, bah, cette femme-là, elle tient pas debout, c'est qu'à de le dire. Bon, Bah, quand voilà. on vous entend, vous avez l'air de tenir debout. Hein. Oui. Alors, je comprends rien. Mais c'est quoi, vous me dites fragilité émotionnelle? Qu'est-ce que vous appelez fragilité émotionnelle? Ah ben moi je suis assez sensible, hein, parce que j'ai perdu ma maman, j'avais 12 ans, mon père j'avais 30 ans, et je me bats dans la vie toute seule depuis pas mal d'années, quoi. J'ai eu d'autres échecs sentimentaux pour des raisons différentes. C'était plutôt des personnes qui étaient sympas au début et après qui tombaient dans l'alcool. Et j'ai vécu aussi il y a 4 ans une histoire un peu difficile aussi, avec une personne beaucoup plus jeune que moi, et sa mère ne l'a jamais accepté. Et lui, comme j'ai eu des problèmes de santé à nouveau, il m'a laissé carrément, quoi. Et vous dites que ça vous a rendu plus fragile ou plus forte? Ah ben, d'un côté fragile physiquement. Physiquement quand même, oui, parce que là, par exemple, je sens que j'ai eu une grosse chute de tension avec cette histoire. Mais plus forte, oui quand même, parce qu'il m'a dit mais c'est pas possible, parce que je lui ai raconté un peu ma vie, peine de trop, comme on peut dire. Parce qu'en vous écoutant, je pensais, vous savez, à la phrase de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc c'est pour ça que votre mot de fragilité. Il m'a dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie, toi? Qu'est-ce qui t'est pas arrivé? Et c'est vrai que j'ai fait. Et j'ai répondu d'ailleurs, oui, j'ai un peu fait, vous savez, comme dans la chanson, là, elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Oui, c'est une très jolie chanson. Je pense que oui, j'en ai une bonne partie. En plus, je vis. C'est difficile parce que c'est la période en plus de la Toussaint, là, donc c'est pas la bonne période pour moi. Oui, c'est toujours. En plus, j'ai une fille qui vit très loin de moi en Afrique. L'année dernière, j'étais avec elle. Cette année, je n'y suis pas. Donc tout ça, c'est difficile à vivre. Hein. Je comprends. Et cet homme j'ai été vraiment anéantie un peu. Et alors, vous qui avez quand même justement vécu beaucoup de choses, et est-ce qu'il y a eu des petits, je sais pas, des petits signaux d'alerte ou des petits warnings qui se sont allumés, mais que vous n'avez pas entendu ou pas regardé dans la relation avec cet homme? Oui, disons que j'ai ressenti un petit quelque chose, oui. Ah, dites-moi. Et je lui ai dit une petite distance. Avant? Oui, la soirée où on est sortis, après le lendemain. Parce que je pense qu'il a été informé par une personne que l'on a rencontrée ce soir-là à la soirée dansante. Oui, mais vous voyez, Martine, ce qui paraît un peu étrange, pardonnez-moi, dans cette histoire, c'est que on dirait que cet homme, une femme ressurgie du passé, j'allais dire le sonne, et il accourt, enfin tout ça est très précipité, très étonnant. Alors c'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que vos petites antennes ont senti, je sais pas, 15 jours avant, 3 semaines. Ah non, ça s'est passé là dans l'espace de la soirée. Moi, mes antennes, oui, je les ai eues la soirée. La soirée. Le lendemain de la soirée, enfin, je veux dire. Oui, vous êtes dit c'est passé quelque chose. Quand il m'a rappelé après le week-end, je lui ai dit je le sentais. Ah. Il a même été surpris. Parce que souvent, voilà, ça arrive pas. Moi aussi, j'étais persuadée que vous le sentiez. Il y a un petit changement. Je savais pas dire quoi, mais. J'ai dit c'est bizarre, je le sentais parce que j'ai rappelé plusieurs fois au téléphone et il répondait pas alors que d'habitude il répondait. Ouais. Il y a Sergio qui dit mieux vaut que ça arrive au bout de 3 semaines, en fait, ça fait moins mal, ce sera plus facile de passer à autre chose. Oui, Courage. Mais c'est dur. Oui. Quand on a 62 ans. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites là ce soir? Les rencontres se font rares parce que déjà par rapport à ma situation financière, il faut le dire, je sors pas beaucoup. Donc, vous l'aviez rencontré comment, cet homme? En allant danser. En allant danser. Donc vous allez quand même continuer à aller danser? Oui, mais bon, c'est difficile
Ah. Oui, parce que échecs, ça refroidit quand même. Hein, j'ai eu tendance un peu à me replier sur moi-même là cette semaine. J'étais pas bien du tout. Mais sans doute parce que ce que vous nous confiez là sur les projets, le fait que vous ayez fait pas mal de projets quand même assez rapidement, hein, avec lui, 2 mois, 3 semaines, mais ça a donné beaucoup de poids et d'enjeux à la relation. Mais oui, c'est-à-dire que finalement, mais pourquoi pas, hein, quand on a le cœur un peu chaviré, vous êtes projeté très vite dans un possible et un possible que lui vous a laissé grand ouvert. Bah oui, pourquoi pas. Bah tiens, l'Afrique, oui. Voilà, alors en jouant à ça avec vous, tout d'un coup vos projets ils devenaient de plus en plus gros, ils prenaient corps. Donc la déception, elle est surtout liée à vos projets, Martine. Voilà. Parce que quand on est seul, on n'a plus de projet. Et oui, je comprends. Seul et avec des difficultés. Mais un homme qui est capable de vous dire du jour au lendemain, tiens, j'ai un coup de cœur qui passe là sur le chemin, puis tu vois, j'ai envie d'aller le vivre. Comme là, je rejoins Sergio, quoi. C'est, vous imaginez qu'il vous ait fait ça au bout de 6 mois ou 1 an? Oui. Qu'est-ce que ça dit de cet homme-là, d'après vous? Je sais pas, ça fait un peu peur, quoi. Il est peut-être instable. On se pose la question, oui. Instable. Alors, il y a Simone, elle dit qu'elle le laisse tomber, son ami est un goujat et un profiteur. Qu'est-ce que vous sentiez de cet homme-là? Qu'est-ce que vous disiez de lui? Pourtant, je me sentais en sécurité quand même avec, oui. Moi, il maintient que... Alors, je lui ai dit que c'était un prétexte, parce que moi, comme je vis mal ma situation, il me dit, mais non, c'est pas un prétexte, je m'attendais pas du tout à cette histoire-là, je pensais pas du tout revoir cette femme. Mais Martine, vous dites que vous viviez mal votre situation, comme si vous deviez être une belle princesse riche pour attirer un homme, que vous ayez une petite retraite. Je pense que nombreux sont les Français qui ont des petites retraites et des petits logements. En quoi ça vous empêche de rencontrer un homme bien pour vous, votre situation matérielle? Je me dis qu'on peut pas partager beaucoup de choses, quoi. Parce que maintenant, faire un petit voyage, ça faut quand même avoir les moyens. C'est vrai. Bon, mais moi, je recherche que des petits plaisirs simples. Quand même, c'est ce que j'allais vous dire. Mais un restaurant, ça, on l'a vécu ensemble. Donc ça m'a fait du bien. Ça m'a donné une bouffée d'oxygène, si on peut dire, quoi. Mais on dirait que c'est vous. Je me retrouve à nouveau, confrontée à ma solitude. Moi, je cherche en quoi le fait d'avoir plus d'argent? Oui, j'entends bien, Martine, mais en quoi le fait d'avoir une situation matérielle meilleure ou plus souriante serait pour vous un avantage? Je me sentirais plus à l'aise. Ah, moins dépendante? Voilà. Alors, dans ce cas-là, moi, je donne en fonction de ce que j'ai. C'est-à-dire en proportion, quoi. Disons que, j'offre un verre ou j'offre autre chose, mais je peux pas, par exemple, offrir des repas au restaurant, des choses comme ça. Mais pourquoi c'est pas l'homme qui vous l'offrirait? Je suis très classique en disant ça, je vais choquer plein de monde, mais en tout cas au début d'une rencontre, non? Il y a une histoire de séduction. Non, mais ça a été fait, mais c'est moi qui se sens redevable, c'est ça? C'est comme ça. Oui, vous sentez redevable, oui, j'entends que ça gâche quelque chose dans la relation. Oui, je me sens toujours un peu redevable, parce que je me sens mal à l'aise. Comme si vous étiez pas assez bien, votre portefeuille est pas assez garni pour attirer un amoureux. Voilà, vous avez raison. Oui, et ça me pose beaucoup plus de questions finalement que cet homme. En quoi finalement, moi la question que je me pose en vous écoutant, parce que vous lui en avez parlé, en quoi vous vous sabotez? Moi je vous entends, j'ai l'impression de l'auto-sabotage vis-à-vis de lui. De lui dire, est-ce que c'est un prétexte, je suis pas assez bien, je suis un second couteau, je suis un deuxième choix. Ton coup de foudre doit être mieux que moi. Elle a certainement pour moi j'ai pas de voiture en plus. Pour moi, elle a certainement une voiture, une belle maison, enfin des choses comme ça, quoi. Alors, où est votre croyance? Ah oui, alors Martine, vous avez la croyance que pour attirer un homme bien pour vous, vous devriez être une femme un peu plus parfaite, en tout cas pas parfaite, mais avec effectivement une aisance matérielle qui le permettrait de le garder. Voilà, oui. D'où vous vient cette idée-là? Argent, on peut pas faire grand-chose. Oui, ça on est d'accord que ça aide, mais là, vous liez l'argent au fait d'attirer, de garder un homme avec vous. D'où vous vient cette croyance-là, cette pensée-là? Je sais pas.
Oh, moi j'ai eu une vie très difficile. Hein. J'étais seule avec mon père à l'adolescence parce que ma mère est décédée quand j'étais jeune. Et mon père, bon, je sais pas si c'est lié à ça, mais bon, il disait toujours tu me coûtes tant quand j'étais en pension. Il me reprochait. Tiens, tu me coûtes tant. Donc il faut pas coûter un homme. Tu me coûtes, voilà. Ah ben voilà. Il faut pas coûter un homme, alors vous devez rien lui coûter. Mais alors vous, ça vous coûte, hein, par contre, hein. Bah oui, vous voyez oui. Non, mais c'est pas juste, Martine, à un moment donné. Oui. C'est pas une histoire de qui paye quoi, mais vous êtes sûrement tout à fait assez bien et assez formidable, et que allez planter une petite graine dans l'esprit de l'autre, que vous ne valez pas finalement. C'est une histoire de valeur là dans cette histoire d'argent. L'argent cache toujours une histoire de valeur. C'est que vous ne valez pas le coup. Et il vous dit quoi? Ben tiens, t'as raison, tu vaux pas le coup. D'ailleurs, j'ai un coup de cœur qui passe dans la rue, je vais le prendre celui-là. Attention à ce que vous véhiculez. Oui. Bah oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. D'autant plus que déjà, c'est une personne qui a 2 ans de plus que moi, et jusqu'alors, j'avais beaucoup de mal à être attirée par une personne de cet âge-là, parce que j'ai vécu mon adolescence avec un père qui était assez vieux. Et depuis des années, j'ai l'impression, quand je suis avec une personne de mon âge ou un peu plus âgée, que je suis avec un père. Ah bah alors en plus, et vous l'écoutez. Alors là, pour une fois que je le pensais pas trop quand même, là, ça allait, quoi. Je me disais, bon, peut-être que j'ai un peu acquis une certaine maturité dans ma tête, je sais pas, mais bon, ça allait, quoi. Et ben là, j'ai encore été déçue, donc je me dis, voilà, je sais plus, quoi. Un homme beaucoup plus jeune, ça va pas. C'est pas une histoire d'âge, Martine. De mon âge, ça va pas. Oui, c'est pas là. L'histoire, elle est pas là. L'histoire, elle est la valeur que vous vous donnez face à un homme et dans les yeux d'un homme. Et que si Martine ne donne pas de valeur à Martine, à plus forte raison qu'un homme ne lui en donnera. Donc là, ce qui importe pour vous... Mais il m'a dit que j'étais une femme bien quand même, lui. Ah bah oui, mais vous ne pensez pas. Vous, j'ai votre du mal, oui. Ben oui. J'ai du mal. Et oui, donc là... j'ai été beaucoup dévalorisée. Et oui, mais là, Martine, c'est plus une histoire matérielle, c'est pas une histoire de valeur. Quand vous dites, je suis sûre qu'elle a une voiture et moi, j'en ai pas. Non, c'est pas pour ça. En tout cas, ne vous présentez pas sous ce jour-là. Il y a Sergio qui dit, en plus, j'ai cru comprendre que ce n'était pas un bon coup, alors zou, sans regret, et on regarde devant. Je suis assez d'accord avec lui. Je suis obligée de rire aussi. Ben oui, allez zou, comme dit Sergio, on regarde devant. Et puis on regarde aussi, pas que devant, Martine, on regarde en soi. La jolie femme que vous êtes, qui va danser, qui doit sûrement être tout à fait ravissante quand elle va danser, et qui a de la valeur. Ce qui compte, Martine, c'est la valeur. J'ai du mal à attribuer ma valeur. Mais oui, il y a Christelle qui vous dit c'est une valeur humaine qui importe, et vous en avez, et c'est mieux que l'argent. Je m'avais dit au début, parce que moi, j'ai fait beaucoup de thérapie avec un thérapeute comportementaliste qui m'a toujours dit, le principal quand même, c'est d'être sincère. Donc moi, maintenant, je dis les choses. Et il m'avait répondu, c'est pas la valeur la valeur matérielle qui compte, c'est la valeur de la personne. Mais c'est moi, effectivement, alors qui se dévalorise tout le temps intérieurement comme ça. Oui, et puis Martine, attention, la sincérité, je partage tout à fait, mais à qui on la confie, la sincérité, c'est pas je livre mon mode d'emploi quand je rencontre un homme ou quelqu'un qui me plaît. Il y a une part de mystère, et puis il y a que vous êtes une belle personne qui vaut quelque chose, et sans doute énormément, et très très cher, et que ça a énormément de valeur. Donc s'il a décidé qu'il trouvait mieux, voilà, c'est pour lui. Mais vous, votre valeur n'est pas touchée par ça. Mais il était pas trop sûr de lui quand même, parce qu'il me disait peut-être que je vais me casser la figure. Ah tiens donc. Martine, attendez-le, hein, et qui vienne gratouner à la porte tranquillement, hein. D'accord ? Oui. Mais si allez. Gratouner à la porte, je fais quoi ? Alors attendez, je vous laisse pas comme ça. On se retrouve après le journal parce qu'il est minuit, ça m'ennuie de vous quitter si vite. D'accord. À tout de suite, Martine. Merci. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le journal vous est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit qui se poursuit au 39-21 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39-21, vous serez accueillis au standard par Quentin sous l'œil attentif de Charles Westrelin qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et puis n'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct. Ici, on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns et des autres. Bref, on se tient chaud au cœur. 39 21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Martine. Oui, vous êtes toujours là. On était donc ensemble juste avant le journal de minuit et finalement on était arrivé en discutant ensemble sur cet homme-là qui est parti pour un coup de cœur au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est ça, de relation avec lui. On parlait de votre valeur et de la façon dont vous parlez de vous, la façon dont vous lui parlez de vous en fait, et à quelle valeur vous vous attribuez. Et puis là, il y a pas mal de réactions d'auditeurs pendant le journal. Alors je vais vous lire quelques messages. Il y a une auditrice, Marie, une fidèle auditrice, qui sera d'accord pour échanger avec vous hors antenne si vous le souhaitez, qui vous dit: Martine, au début d'une relation, il faut garder une part de mystère, se protéger, surtout ne pas se dévaloriser, s'aimer, se respecter, ne pas en faire trop. Vous dit Marie. Il y a Sergio qui continue sur le même ton, mais toujours avec beaucoup d'humour. S'il vient gratter à la porte, Pépère, vous ne lui ouvrez surtout pas. Et vous lui dites que vous aussi, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, qui lui est un bon coup et peint dans les dents. Mais ceci dit, là pour le coup, effectivement, s'il revient, il va falloir être un peu grande dame, Martine. Ah oui. Là, votre valeur, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. On se quittait là-dessus juste avant le journal. C'est votre valeur qui sera en jeu. Vous n'êtes pas un objet qu'on prend, qu'on jette, qui est là à loisir. Vous êtes une femme. Il est parti. Mais j'ai été aussi beaucoup dévalorisée par mon mari, mon premier mari. Ah oui. Il m'a dominé, il a été violent et il m'a beaucoup dévalorisé. Je comprends Martine, mais c'est vrai, mais la vie nous resserre souvent le même plat, quelquefois un peu amer, j'avoue, mais pour nous permettre aussi de modifier une trajectoire ou de changer quelque chose qui nous va pas. Donc les dés ne sont jamais jetés définitivement. C'est vrai qu'on peut avoir vécu, comme vous dites, quelque chose qui imprime en nous un certain comportement, une attitude. Et puis quand un homme vient comme ça dans votre vie et puis que vous recommencez votre scénario, attention, une petite lumière qui s'allume, vous dites non, cette fois-ci, c'est une chance pour moi de ne pas me présenter sous ce jour-là. Parce que sur cette histoire de valeur, en fait, c'est vrai que la personne, quand on se donne pas de valeur, l'autre ne vous en donne pas. On croit, si vous voulez, vous pensez en vous en donnant peu, qui va vous rassurer en vous en donnant, mais si vous ne vous en donnez pas, surtout dans le début d'une relation amoureuse, il se dit oui, finalement elle a peut-être raison, c'est peut-être pas si terrible, puis elle a tel problème, elle a ceci, elle a cela, donc c'est important de faire attention, voyez, de comment vous allez vous exprimer. Il y a JD qui envoie un message aussi. Ne vous rabaissez pas. La personne peut croire que justement peut prendre ça comme un désintéressement et un ennui d'être avec lui. Parce que lui aussi, ça lui parle de sa valeur. Si vous vous dévalorisez alors qu'il vous a choisi, il va remettre en cause la valeur de la personne qui l'a choisi. Ça marche dans les deux sens.
Mais là, je pense pas qu'il m'a forcément dévalorisé. Je pense non, c'est que vous. c'est cette histoire qu'il s'attendait pas, d'après ce qu'il m'a dit, il s'attendait pas à avoir des nouvelles de cette personne-là qui l'a relancé. Oui, mais ce que vous nous avez raconté, Martine, tout à l'heure, juste avant le journal, c'est aussi tout ce que vous avez dit sur moi j'ai joué fond jeu, j'ai parlé de ma petite retraite, de mes petits moyens, de tout ça, et je pense que j'ai pu... Donc ça, il faut pas en parler, alors. C'est pas ne pas en parler, de toute façon, il le voit. Oui. Vous voyez, ça se vit, ça se voit, ça lui va, ça lui va pas, c'est son problème. Mais ça n'a pas été dit pour dire bon, tu prends ou tu prends pas, parce que tu sais, moi c'est pas terrible, puis j'ai eu ça et ça dans ma vie, et puis si tu savais, il y a Thibaut qui dit l'amour qu'on s'accorde doit influencer celui qui nous est donné. Martine doit s'aimer elle-même avant tout. Oui. Et Nicole vous dit, Martine, votre chance c'est qu'il soit parti. Peut-être parce que ça prouve aussi qu'il avait du mal, sans doute. Enfin, il n'était pas super fiable quand même de partir comme ça alors que vous étiez déjà en train de faire des projets. Ça dit aussi quelque chose à la fois de lui et de vous. En tout cas, ça parle de la relation. C'est-à-dire que la valeur accordée à vos projets, à ce qui s'était échangé entre vous, n'avait pas assez de poids pour lui permettre de rester. Alors, ça n'est pas entièrement, bien sûr, Martine, c'est pas une histoire de faute, vous n'avez pas fait d'erreur, mais c'est que simplement, à un moment donné, c'est important, quand on est deux comme ça, de vivre quelque chose d'un peu unique, qui a en soi, pour ce qu'elle est, pour cette relation, de la valeur. Et si vous créditez pas ça, et je reprends exprès des mots d'argent, vous voyez, si vous mettez pas de crédit sur ce compte-là, mais le compte, il est vite à sec. Ce qui est important là, Martine, que ce soit s'il revient ou dans une future rencontre, et surtout si c'est lui qui revient, restez bien centré sur le fait de votre valeur à vous. Alors c'est pas lui en faire baver, c'est pas forcément lui claquer la porte au nez, mais c'est vous faire respecter. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on prend et qu'on jette. Vous pouvez même avec un peu d'humour dire alors comme ça, je sais pas, déjà fini l'amourette là. Tiens, tout d'un coup, les projets qu'on a fait ensemble, ça te manque. Ou de danser avec moi au bal, ça te manque. Amusez-vous un peu. Renvoyez-le face à lui, face au choix qu'il a fait. Oui, quand même, oui. Ah bah oui. Oui, parce que votre valeur, là, elle est là. Le respect que vous allez imposer, il va être crucial dans ces moments-là. Et puis, je l'ai déjà fait avec la relation que j'avais eue avant avec la personne plus jeune. Elle est venue me relancer plusieurs fois, une fois, deux fois, et puis après j'ai dit bon, ça suffit. Voilà. Non, ça je l'ai déjà fait. Je me laisse pas quand même trop. Oui, j'entends. Mais là, je suis perturbée là. Oui, ça vous perturbe parce que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui vous perturbe le plus? Qui vous est lâché pour une autre après tous les projets que vous aviez faits? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'était un peu pour une fois, j'ai trouvé le bon, quoi. Voilà. Et je me sentais en m'échappe. Sécurité. C'était quand même quelqu'un qui était à l'écoute. Ça l'a quand même gêné parce qu'il m'a dit j'espère que ça va pas jouer sur ta santé. Enfin, je crois que ça l'a quand même perturbé. Je sais pas s'il est si bien que ça, mais en même temps, en tout cas, moi je suis pas bien, quoi. Oui. Et puis il y a Florence qui dit mais enfin ce monsieur se comporte comme un butor, que Martine n'inverse pas les choses. C'est lui qui ne vaut rien. C'est vrai que vous inversez les choses en fait. Comme si vous aviez quelque chose à vous reprocher. En fait, vous êtes en train de vous demander si vous avez quelque chose à vous reprocher et si vous n'étiez pas assez bien pour lui. Oui, ça doit être ça, oui. Vous voyez, vous le prenez à votre compte. C'est pas très juste, là, pour vous. C'est pas très juste. C'est son histoire à lui. C'est son problème si lui, tout d'un coup, il a le cœur tourneboulé parce que, soi-disant, il y a une femme qui revient avec laquelle, enfin, c'est totalement confus, son histoire. Oui. Et c'est pas très respectueux vis-à-vis de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est au supermarché, je préfère cette marque de pâtes à celle-là, et j'avais goûté celle-là, elle me plaisait plus il y a 6 mois, alors finalement, je retourne à celle-là. Enfin, on n'est pas des objets, les êtres humains ne sont pas des objets. Ah bah non, ça c'est sûr. Et il a une façon de se comporter qui fait de vous un objet. Et de l'autre femme aussi, d'ailleurs. Oui, aussi, oui. Donc, oui, vous étiez bien, mais voilà, c'était le tout début. C'est mieux que ça se passe comme ça au tout début que dans 6 mois, 1 an,
ou ça aurait été beaucoup plus douloureux. Je suis déjà perturbée, alors ça aurait été pire, oui. Ben, c'est normal que vous soyez perturbé parce que c'est pas clair. 2, ça vous met dans la confusion. Et ensuite, ça fait chaud et froid. Vous voyez? Il fait bien chaud, il fait bien froid. Et ben, demain, vous allez voir, le thermomètre va remonter, il va faire très chaud, il va revenir. J'en suis persuadée. Rappelez-moi, un vendredi, on en reparle. Martine, je vous le parie ce soir. Si ça se trouve, dans 15 jours, il est à votre porte en disant, oh, ben tiens, je me suis trompée. Ben voyons. Et là, j'espère que je sais pas ce que je vais faire. Eh ben, vous allez le balader, Parce Martine. que moi, ça m'a refroidi quand même. Eh ben, justement, oui. Mais j'espère bien que ça vous a refroidi. Alors vous direz, ben non, écoute, trop tard. Non, vous laissez pas faire, cette fois-ci, Martine. Oui. Mais je suis persuadée qu'il va revenir. Rappelez-nous si vous voulez un vendredi, d'accord? D'accord. Bonne chance, Martine. Et merci, vous mettez pas Martel en tête. Discuter avec vous, oui. ça me redonne un peu de... Et pas Martel en tête pour quelqu'un, voilà. Et vous retournez danser, d'accord? Oui, dès que je pourrai, oui. Il y a Nicole qui dit, Martine, ne rien réchauffer au suivant. Tous les auditeurs sont avec vous, là. Alors, on espère tous que vous allez retourner danser, Moi, je veux que vous retourniez danser, d'accord? Et puis, s'il est là et qu'il vous regarde danser, ben, chic to chic, comme on dit, avec un beau partenaire. Et puis, voilà, il sera dans son coin. Le problème, c'est que pour trouver des partenaires, on a beaucoup de mal, parce que oui. Je suis dans une région où c'est pas non plus... Ah bon? Oui. Bah oui, non, mais c'est ça aussi qui fait qu'on est perturbé, parce que... forcément. Ma génération, il y a plus beaucoup d'hommes quand même qui sont disponibles. Oui. Ceux qui sont bien sont restés avec leurs femmes, et ceux qui restent, parfois, c'est parce qu'on la joie, et il n'y en a pas beaucoup. Oui. Bon, il y en aura peut-être un nouveau au bal. Bon courage. Bon courage, Martine. Vous m'avez dit que quelqu'un voulait prendre mon numéro de téléphone. Oui. Il y a Marie, et donc Quentin va vous mettre hors antenne, rester en ligne, et puis Quentin vous donnera le numéro de Marie. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Martine. Merci. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. I'll be waiting, c'était Lenny Kravitz. Bonsoir Claudine. Bonsoir, merci pour votre émission. Bienvenue. Et moi, je voudrais que vous m'aidiez. Oui, mais je suis là pour ça. Ça tombe bien. Que puis-je dire à ma petite fille qui me parle de ma mort souvent? Ah, de votre mort souvent. Oui. Elle a quel âge, votre petite fille, Claudine? Elle a bientôt 11 ans. Bientôt 11 ans. Mais elle commençait très tôt parce qu'un jour, on était chez le dentiste, elle devait avoir 2 ans. Oui. Ou 3, et elle me regardait dans le fauteuil, elle parlait à son doudou, et elle disait à son doudou, oh, je voudrais pas qu'elle mourisse. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon, extra. Ouais. Et maintenant, qu'elle a 10 ans et demi, presque 11, elle s'en préoccupe. Oui. On était en vacances cet été, j'avais emmené elle et sa sœur. On jouait près d'une rivière et puis elle me faisait des gros câlins et sa sœur qui voulait aller jouer, qui a 6 ans, qui voulait aller jouer, réclamait après elle et elle dit mais je fais des câlins à mamie parce que mamie elle sera pas toujours là, alors là j'en profite. Et la petite sœur a répondu oui, elle va pas mourir tout de suite. Ouais. Vous la sentez inquiète, votre petite fille? Un petit peu quand même. Oui, c'est ce que je comprends. Et vous pensez que est-ce qu'il y a des, je sais pas, là, surpris des conversations, ou est-ce que vous avez eu, je sais pas, des épisodes de maladie? Oui. Oui, j'ai été hospitalisée cet hiver pour un petit AVC dont je me suis très bien sortie, heureusement. Oui. Et puis l'année d'avant, j'avais eu un problème de rythme cardiaque, mais je ne sais pas comment on en a parlé dans sa famille. C'est ça, c'est la question que je me posais en vous écoutant. Ouais. De quelle façon? C'est votre fille, c'est les de votre fils. Les filles de mon fils. Ouais. Et vous êtes très proche, j'imagine, de votre fils. Ah oui. Ouais. Oui, je suis assez proche de mon assez fils. proche de votre fils, dont votre petite fille a pu voir qu'il s'inquiétait aussi.
probablement. Oui. Mais qu'est-ce que vous lui répondez quand elle vous en parle? Qu'est-ce que vous dites? Alors, je réponds selon les cas, mais je suis pas malade, ça va, je peux encore vivre 10 ans, peut-être 20 ans. Alors, elle saute partout, très contente. Et puis, alors, la dernière fois, elle m'en a posé une qui a été une colle. Elle me dit, mais comment on va savoir que t'es morte? Ah oui. Alors là, je dois dire que je me suis dit, zut, c'est vrai, comment ils sauront que je suis morte? On est proches, on se téléphone de temps en temps, mais pas tous les soirs. Et puis, je suis restée un peu interloquée et moi-même, je me suis posé la question d'ailleurs. Oui, mais... c'est une bonne question, merci de me l'avoir posée, comme on dit. Voilà. Oui. Ce qui me semble important, Claudine, c'est que vous en parliez de façon très simple et en même temps très précise avec elle. Parce que si la question revient, c'est que pour elle, la réponse n'est pas claire. Sinon, elle arrêterait d'en parler. Donc, il y a à la fois quelque chose, bien sûr, on peut supposer qui l'inquiète de vous perdre. Elle a surtout une conscience jeune. Elle a compris que vous n'étiez pas éternel. Elle l'a compris très tôt. Ouais. Et c'est plutôt, j'allais dire, remarquable de la part d'un enfant. C'est même formidable. Parce qu'elle comprend, en comprenant ça, et je faisais mon introduction tout à l'heure à cause de la Toussaint sur la mort, mais elle comprend la vie, votre petite fille. Elle comprend le prix de la vie. Parce qu'elle a compris qu'on était tous mortels et qu'un jour cette grand-mère qu'elle adore sera peut-être plus là. Ouais. Donc elle sait le prix qu'a la vie si jeune. Elle a une vraie conscience, vous voyez. Oui. Ce qui est formidable pour une petite fille, c'est formidable pour tout être, mais c'est important et souvent, comme la mort est un tabou dans notre société, on est mal à l'aise avec ce sujet. Et vous voyez bien qu'un enfant, une enfant, elle est pas mal à l'aise parce que pour elle, elle a compris que les deux vont ensemble. Et voilà. Et c'est important d'en parler avec elle. Alors peut-être vous pourriez, ce que je vous suggérais et qui peut beaucoup aider le dialogue avec un enfant, c'est que maintenant ils font plein de livres absolument merveilleux. Je sais pas dans quelle région vous habitez, si vous habitez en région parisienne ou... Non, j'habite à Marseille. À Marseille. Mais il y a sûrement une super librairie pour enfants à Marseille. Je sais qu'il y a une super librairie à Marseille, mais je pense qu'il y a un rayon enfant qui est extra. Et il y a aujourd'hui demander un conseil, mais des petits livres de philosophie, par exemple. Oui, il y avait les goûters philo à un moment donné, je ne sais pas si ça existe toujours, mais voilà, sur plein de sujets, et dont sur la mort qui peut vous aider à en parler avec elle, qui sera pour vous, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le sujet. Parce qu'effectivement, là, il s'agit de vous, donc c'est compliqué pour vous. Et ça vous renvoie à vous. Forcément. Oui. Cet enfant, elle vient vous tirer par la manche en vous parlant de vous, de votre histoire de vie, voilà, d'éventuels soucis de santé. C'est compliqué pour vous ce qu'elle vous renvoie. Oui, c'est vrai. Donc, mais en même temps, c'est un très joli lien qu'elle tisse avec vous parce qu'elle vous dit à la fois comme vous lui êtes précieuse et ça c'est merveilleux et c'est important de lui dire à quel point ça vous touche. Parce que rien qu'en lui répondant, même pas forcément sur la mort, mais en lui disant « Je comprends dans ta question de ce que tu me dis, combien je compte pour toi et je suis importante », ça va la rassurer. Ah oui. Et rien qu'être déjà sur ce terrain-là avec elle, c'est important parce que vous la rassurez en disant « Mais voilà, mais t'inquiète pas, je vais vivre longtemps, je suis en bonne santé ». Mais elle, parlez-lui d'elle, de ce qu'elle ressent pour vous. C'est ça dont elle vous parle. Oui, je comprends. Et dites-lui à quel point vous êtes touché, que vous comprenez à quel point votre vie, le fait que vous soyez en vie, est important pour elle et que ça vous fait chaud au cœur, que ça vous touche. Oui. Parce que ce sera je pense que vous seriez plus à l'aise sur ce sujet-là et elle, ce sera assez rassurant. Oui. Parce que ça parlera de votre lien d'affection que vous avez ensemble. Oui, et dites-lui aussi que, en partant de ce lien-là, en revanche, il est immortel. Voilà, j'ai commencé un petit peu ça. Je dis, mais tu sais, moi j'ai perdu mon papa il y a longtemps et je pense très souvent à lui. Oui. Elle me dit, ah bon, mais tu penses comment tu pleures? J'ai dit, non, je pleure plus maintenant, mais je pense à lui en me disant, qu'est-ce qu'il aurait aimé que je fasse s'il avait été là? Qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Là, je me demande comment faire. Oui. Ou alors il m'aurait dit, ah bah c'est bien, t'es dégourdi. Ah, génial, ouais. Et donc, comment elle a réagi quand vous lui avez dit ça?
Ah bah, elle est restée, elle a écouté, elle m'a juste demandé, mais elle s'est informée de savoir si je pleurais. Je dis non, je pleure pas, je suis plus dans les pleurs maintenant, je pense à lui et je trouve que tant qu'on pense à quelqu'un, il est vivant. Oui. Ah oui, elle est inquiète, elle a compris de la tristesse déjà. Oui. Elle est triste avant. Elle est triste avant. Alors, je trouve que c'est déjà pas mal d'être triste quand ça arrive. Oui. Je voudrais pas qu'elle... Mais dites-lui comme vous me le dites là. Oui, mais justement, les bons mots que vous avez, c'est ceux que vous avez là ce soir à l'antenne avec moi. C'est de lui dire, tu sais, j'ai l'impression que tu es triste avant même que ça arrive et que tu t'inquiètes de cette tristesse. Bien sûr, on est toujours très triste quand quelqu'un qu'on aime profondément et qui nous est cher s'en va. Mais là, on est là toutes les deux et ça, c'est de la joie. Oui, d'accord. Mais j'avais pas fait le lien avec elle. Enfin, il faut que je lui parle d'elle. Oui, de ce qui se passe pour elle, en fait. Oui. Et puis également, oui. Alors il y a Léa qui confirme là par SMS que les goûters philo et pour parler de la mort, ça existe toujours. Bon, super, merci Léa. Et puis il y a Florence qui conseille effectivement un très bon livre qu'elle, je ne pensais pas tout de suite, mais je le connais, qui est un merveilleux livre pour enfants et qui explique très très bien la mort aux enfants, qui s'appelle Au revoir Blaireau. Et c'est revoir Blaireau. Oui, Au revoir Blaireau, c'est par le biais des animaux. D'accord. Et c'est l'histoire du départ d'un blaireau et qui rend triste une famille et le livre autour de ça. D'accord, oui. Et il y a Jean qui dit Martine, vos petites filles sont très adorables, prévoyantes, rassurez-les, continuez à les aimer. Oh là là, je suis fondue. Oui, ça s'entend, c'est génial d'ailleurs, c'est extra. Mais vous voyez Claudine, souvent les meilleurs mots qu'on a avec les enfants sur ces sujets qui nous touchent, c'est ceux qu'on trouve tout naturellement, comme ceux qui vous viennent là, au fond de notre cœur, le plus simplement du monde. J'ai envie de vous dire, c'est la meilleure réponse, celle que vous sentez la plus juste. D'accord. Ça, elle le comprendra tout de suite. Ouais. Et de lui parler justement de tout cet amour qui vous lie, ça me paraît très important, ouais. Ouais. Bon, voilà, parce qu'aussi on a de la pudeur, alors il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Comme par exemple, vous pensez à quoi? Comme par exemple, effectivement, ce lien et de se préoccuper d'elle et de lui dire que je l'aime énormément et que moi ça me fait très plaisir de l'entendre me dire ça parce que ça prouve qu'elle m'aime justement. Oui. Et que vous êtes importante pour elle. Voilà. Oui. Et je pense que ça va beaucoup la rassurer. Oui. Parce qu'elle vous parle de tout l'amour qu'elle a pour vous quand elle vous dit ça. Elle vous parle d'amour beaucoup plus que de la mort. Oui. C'est ça qu'elle est en train de vous dire, cette petite fille. Donc entendez ça aussi, ça me semble important. Il y a Michel qui dit « Heureuse grand-mère qui a une petite fille adorable ». Alors, il y a Michel, il dit « J'ai eu moins de chance avec mon fils de 8 ans. Quand tu seras morte, la maison sera à moi. » Bon. Mon fils serait plutôt café éco. Belle conscience chez cette petite fille. Quand il aura un petit enfant, ça se passera pas comme ça. Oui. Et puis avec les petits enfants, il se passe quelque chose de très différent. Oui, et puis quelquefois les enfants, ça peut être très prosaïque, mais les mots n'ont pas la même portée que pour nous aussi. Il faut voir que pour elle, la mort, c'est à la fois très la façon dont elle en parle, c'est très réel et très abstrait à la fois. Elle a compris le choc, mais dans sa deuxième question, quand elle vous dit à quoi je le saurais, vous voyez bien à quel point elle peut pas se la représenter. Oui. Et parce que elle la redoute et elle redoute ce qui ne peut pas lui être représenté. Ouais. Et tout simplement, une question comme celle-là, c'est de dire on le saura parce que ton papa ou la famille ou un hôpital ou voilà, un jour il y a du monde autour de moi et tu seras prévenu. Ouais. Comment on le sait? Fiez-vous finalement à ce qu'on connaît, souvent autour de soi. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais. Et là, vous allez aussi trouver des réponses, comme vous en avez parlé de votre papa, par exemple. C'est formidable. Oui. Ouais. Ça fait le lien entre les générations aussi. Et aussi,
Elle va bien le comprendre aussi. Oui, d'accord. Et puis les livres, c'est toujours bien avec les enfants. Oui, ça vrai. permet de partager. Oui. Ça fait Oui. passer des messages au travers des images. En tout cas, longue vie à vous, hein, Claudine, avec votre petite fille. C'est ce que j'ai envie de vous souhaiter, moi, ce soir. Vous m'avez dit quoi? De longue vie à vous, Claudine, avec oui, votre petite fille. Hein, je vous le souhaite aussi. fortement et heureusement, avec beaucoup de bonheur. Et profitez Merci bien de beaucoup. vos petites filles. Bonne nuit à vous, Claudine. Bonne nuit, au Bonne revoir. nuit, au revoir. Pour dialoguer avec Sophie Peters, Envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Sur Europe 1, Love to Love Your Baby, Donna Summer, c'est 1975. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sophie. Alors je suis particulièrement ravie de vous parler parce que j'aime beaucoup la façon dont vous appréhendez les problèmes ou problématiques des uns et des autres. Tant mieux, Donc, c'est voilà, gentil. Bon. C'est sincère, voilà. Merci. Alors moi je vous appelais, j'avais envie d'appeler ce soir pour échanger avec vous sur l'adulte surdoué. Mhm. Hein, c'est quelque chose que j'ai découvert en ce qui me concerne il y a un peu moins d'un an, détecté il y a un peu moins d'un an. Ouais. Et ça fait un peu l'effet d'une bombe sur le moment, quoi. Ouais. Et voilà, donc j'avais envie d'avoir un petit peu votre éclairage et puis l'éclairage peut-être d'autres auditeurs qui seraient dans ce cas-là, puisque j'ai été détectée à 51 ans et comme m'a dit ma psychologue, vous avez dû être une enfant surdouée non détectée et c'est vrai que le mot surdoué est tellement galvaudé qu'on s'imagine que je suis un peu, peut-être, on pourrait s'imaginer que je suis un peu comme question pour un champion, on appuie sur le bouton et je vais donner la réponse. Alors c'est vrai que j'avais envie d'en parler pour en échanger avec vous et puis surtout pour éclairer par rapport à ce mot-là que surdoué, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Non mais justement quand vous dites ça a été comme un bouleversement chez vous, comme un choc, qu'est-ce que c'est venu bouleverser justement? Eh bien, quelque part, d'accord, ok, donc c'était ça en fait. Quoi. C'était ça ce que j'ai vécu, comme une lumière, comme un gros spot sur plein de zones d'ombre. Voilà, tout à fait. Donc à remonter tout le fil et se dire donc à ce moment-là, voilà, c'est ça, cette singularité, cette différence, et pourtant je sens jamais avoir le sentiment d'être différente, mais ne pas comprendre pourquoi je pas faire comme les autres, toujours entendre les mêmes choses, rentre pas dans le moule, différent, marginal. Et comment ça se fait que, quand vous dites ça a été détecté, c'est on travaille avec votre psy qui vous a renvoyé ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pour en arriver justement à ce constat-là ou à... Parce que je passais mon temps à faire des liens. Oui. Et je pense, c'est un peu un raccourci, quoi. Oui. Et un jour, elle m'a dit, mais non, tout le monde pense pas comme vous. Ah bon? Voilà, quoi, ça a été. Et puis de fil en aiguille, il y a eu d'autres choses. Hein. Je ne sais pas. C'est vrai que je lui ai jamais demandé précisément à quel moment elle l'avait perçu, quoi, identifié. Mais c'est vrai que voilà. Mais bon, c'est quelqu'un en qui j'ai complètement confiance. Non, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce que vous voyez, c'est toute cette lumière que ça projette sur votre vie. Le pourquoi, le comment, sans arrêt, toujours en questionnement, quoi, en fait, quoi. Et pourquoi, et comment, et parce que, et voilà, et que je suis déjà moi-même, toujours en questionnement, toujours en... En fait, c'est comme si c'était venu vous apaiser. Moi, j'entends que ça vous a apaisé. Oui. Oui, alors d'une certaine façon, alors c'est vrai que
bizarrement, le lendemain, c'était un peu, j'ai un truc secret à l'intérieur, quoi, comme un enfant. Oui, parce que vous dites d'ailleurs, j'ai été détectée comme si on vous avait détecté. Oui, on parle de détecter une maladie, hein. J'utilise. Ouais. Et c'est vrai que le lendemain, c'était un peu bizarre. J'ai un truc secret, quoi. J'ai un truc secret. Et puis après, c'est oui. Et alors, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour vivre? Comment on fait, quoi. Déjà que c'était pas évident, mais alors maintenant, c'est identifier et comment ça marche et la difficulté dans la rencontre et en même temps. Mais alors, quand vous dites détecter, est-ce que vous identifiez ça comme un handicap? Alors, ou comme une ressource. Mais oui. Non. Alors voilà, c'est. Parce qu'on dirait que le débat il est là pour vous. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est une ressource parce que, comme je disais, effectivement, oui, voilà, je comprends mieux. Oui. Je comprends mieux plein de choses de mon passé, dans mes réactions avec les gens, etc. De mon comportement. Et en même dans les comportements, voilà, c'est ça. Et en même temps, j'arrive pas encore, mais à le vivre comme un atout. Enfin. C'est qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Voilà, exactement. Mon Dieu, par quel bout je vais le prendre? Voilà, c'est ça, parce que. Et puis finalement, qu'est-ce que ça change pour moi aussi? Oui, alors voilà, ça change cette prise de conscience, et que d'un seul coup, je peux mettre un mot sur un état, sur des ressentis. Oui. Sur quelque chose que je pouvais avoir. Oui, la question serait plutôt qu'est-ce que ça va changer? C'est plutôt ça. Voilà. Oui. Et maintenant, on en fait quoi et qu'est-ce que ça va changer? Oui, et maintenant, que vais-je faire de tout le temps? Exactement. Voilà. Donc, et en même temps, parce que j'ai lu le bouquin de Jeanne Siofachin. L'enfant surdoué, non, c'est ça? L'adulte surdoué. Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu une façon aussi d'en parler ce soir. C'est aussi pour tous ces enfants, justement, qu'on découvre qu'ils sont surdoués. C'est super, ils vont réussir. Non, pas forcément, quoi. C'est pas parce que être surdoué, c'est être le petit Larousse ou le grand Larousse, comme on veut, quoi. C'est juste une façon d'aborder les choses. Et je comprends mieux cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité, toutes ces choses-là, quoi. C'est. Donc, moi, c'est finalement un système interne comme une courroie qui tourne beaucoup plus vite que la moyenne. Si je prends l'image, vous voyez, une image technique ou scientifique, imaginez que la courroie, elle tourne un peu plus vite. Donc, quand ça tourne plus vite, le moteur, il s'emballe. Et voilà, ça peut être émotionnellement, ça peut être par les pensées, ça peut être par le doute, par la mise en abîme, aussi par le fait, bien sûr, de faire des liens. Hein. Donc, effectivement, d'une intelligence de la situation ou de la vie. Mais la vraie question, effectivement, et vous avez raison, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Exactement. Alors, effectivement, comme vous le disiez au départ, c'est vrai que c'est Eureka, quoi. Voilà, ça y est, c'est génial, un peu un apaisement. Ouais. Et puis maintenant, oui, c'est forcément... il faut accepter d'être différent, d'être à part, les autres le voient. Puis alors moi j'y pense pas parce que je suis quelqu'un de très spontané, naturel, donc il paraît que j'ai du charisme, il paraît que j'ai de la personnalité, ça me fait une belle jambe, quoi. Parce que comme je suis naturelle et que je fais rien de particulier, je suis moi, quoi. Donc j'ai été éponge pendant des années, donc là le travail que je fais avec ma psychologue me permet justement de prendre un peu de distance, parce que justement avoir de l'empathie, trop d'empathie et ne pas savoir être soi-même pendant longtemps, c'est là que j'ai réalisé que j'ai essayé pendant des années d'être comme je pensais qu'on voulait que je sois, quoi. D'accord. Oui, donc le sujet pour vous, c'est plus de vous raccorder à vous, et c'est en ça que vous êtes et ne vous êtes pas d'ailleurs. Hein. Cette on va dire cette identité, enfin ce que vous prenez pour une identité, c'est d'un côté, c'est apaisant, mais qu'est-ce que ça va me permettre à moi pour exister? Parce que vous me parliez de singularité, de différence, mais bon, on est
allez, on pourrait dire quand même, on est quasiment tous singuliers, différents. Ça, je suis entièrement d'accord. Donc à la limite, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait d'une différence? On s'en accommode puisque chacun a la sienne, et puis on va essayer de se rencontrer avec nos différences. Donc c'est peut-être pas tant la différence d'apprivoiser certaines ressources, certaines capacités que vous avez en vous, qui se révèlent, qui se mettent en lumière. Et de les d'accepter d'en faire quelque chose, peut-être, justement, parce que quand vous dites voilà, on me dit que j'ai du charisme, on me renvoie certaines choses, en fait la façon dont vous en parlez, c'est de dire tiens, j'ai tout ça, mais en fait j'en ai jamais rien fait. Oui, voilà, exactement. Et alors, un peu l'envie de rattraper le temps perdu, et en même temps une exigence plus à mon égard, parce que d'un seul coup, pourquoi tu vas pas, tu devrais, puisque tu es surdoué, vas-y, prouve-le, quoi. C'est un peu. Ah oui, le piège. Oui, du coup, ça c'est un peu un piège, ouais. C'est le piège d'une identité. Mais déjà, j'avais déjà cette attitude-là envers moi, très exigeante, très dure, etc. Mais alors là, c'est en plus que j'ai le mot. Donc c'est vraiment. Qu'est-ce que vous aimeriez idéalement, Patricia, pour vous maintenant? Eh bien, je pense trouver vraiment la paix, puis trouver la motivation, vers quoi aller, voilà, parce que bon, après en dehors de ce sujet, voilà, d'autres choses, je sais plus vers quoi trop me diriger. Parce que c'est le choix des possibles qui est très grand. Voilà. Mais oui, mais choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est compliqué pour vous, j'imagine. Oui. Jusqu'alors, oui. Oui. Et puis bon, c'est pour ça que j'aimerais bien s'il pouvait y avoir des témoignages. Oui, alors il y a un auditeur qui dit: Patricia, j'ai le même problème d'adulte surdoué. J'ai lu le livre Comment être hypersensible et bien dans sa peau. Oui. Vous trouvez que c'est un sujet, vous aussi, être hypersensible et bien dans sa peau? Ah oui. Parce qu'être hypersensible, c'est être mal dans sa peau? Fatalement, c'est une fatalité. Être hypersensible, ça peut être démarrer au quart de tour, sentir des choses ou pleurer et surtout cette Et comment elle nuit? Comment ça nuit, ça? Parce que, vous voyez, ce serait comme là, depuis que vous en parlez, j'entends aussi le message de cet auditeur, comme un défaut, parce qu'il faudrait, alors, vous avez raison, il y a l'image, il y a toute une société qui nous renvoie des choses, mais quelle merveille, la sensibilité. Moi, oui, je suis d'accord, mais justement, j'ai appris, je vis seule et j'ai appris à être seule et justement à être avec ma sensibilité, et comme ça j'ai pas parce que dernièrement, pour l'occasion d'une réunion de famille, qu'est-ce que t'es fragile, et ça a été fragile comme un reproche, quoi. Vous le vivez comme un reproche? Ça a été, moi je l'ai entendu comme un reproche. Ça pouvait l'être, effectivement, mais est-ce que pour vous ça sonne comme ça? Eh ben non. Parce qu'il y a être vulnérable, être fragile, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est ça. Donc il y a toute cette confusion des choses, et je trouve que c'est hyper compliqué. Puis c'est pas facile de l'expliquer, ou alors il faut se justifier, quoi. C'est ça qui est enquiquinant. En fait, mais arrêtez-moi si je me trompe en vous écoutant, je me dis que finalement là, ce qui vous amène ce soir et ce qui vous pose question, c'est le fait de vous dire finalement tous ces éléments un peu différenciants, comment je vais vivre avec, comment je suis différente de mon milieu ou de ma famille. On me renvoie des choses comme ça avec lesquelles je suis pas très à l'aise et que je n'arrive pas à m'approprier. Oui. Et du coup, ça me fait souffrir parce qu'on me dit, par exemple, t'es ceci, t'es trop fragile, t'es ceci, t'es cela, t'es cela, t'es cela, comme si, jusqu'à votre psy d'ailleurs, qui vous dit vous êtes surdoué, et vous dites mais moi je suis où là-dedans? Qui je suis? Oui. Et vous pensez que vous êtes où? Bonne question. Bonne question. En dehors de tout, vous voyez, de toutes ces étiquettes, de tout là où on vous met, qu'est-ce que Patricia elle-même ressent profondément de qui elle est, de ce qui l'anime, on va reprendre, on parlait tout à l'heure avec Martine de valeur. Patricia, à quoi elle donne de la valeur dans ce qu'elle a en elle? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur à ses yeux? Là?
La bienveillance. Super. Ouais. Donc, la bienveillance, alors ça, le respect, la bienveillance. D'accord. Et c'est ce qui vous anime, c'est comme ça que vous vivez aussi, Patricia. Oui. D'accord. Oui. Donc quand dans une famille et donc en fait l'injustice, quoi. Oui. Puisque forcément la bienveillance, elle n'est pas toujours là, quoi. Ouais. Et donc également quand quelqu'un de votre famille ou un membre de votre famille ou un repas on vous renvoie que vous êtes trop fragile ou trop ceci, vous trouvez pas ça très bienveillant? Non. Mais de fait ça ne l'est pas. Voilà. Vous voyez, en même temps, j'ai envie de vous dire, on vous renvoie ça mais même dans un cercle d'amis, toi t'es trop fragile. En quoi c'est bienveillant? Non, c'est pas bienveillant. Non, donc vous avez une hypersensibilité à la bienveillance. Oui. D'accord. Alors, ça, vous voyez, par exemple, et si ça, c'est bien vous, bien Patricia, et c'est quelque chose qui va vous faire sortir des antennes qui, dans la vie, vont vous permettre, dans la relation aux autres et à vous-même, surtout à vous-même, d'être en excessive vigilance là-dessus. Et donc, quand je reprends le SMS de cet auditeur, comment être hypersensible et bien dans sa peau, le bien dans sa peau, il vient, faire lien avec l'hypersensibilité. Et je reprends ce que vous disiez sur la bienveillance, c'est je suis heureux d'être qui je suis, heureuse d'être Patricia hypersensible, parce que j'accorde une excessive bienveillance à la relation à l'autre, à ce qu'on renvoie, à ce qui se passe entre moi et les autres. Oui. Et ça, quand ça c'est bienveillant, là je peux dire que je suis bien dans ma peau. Mais quand c'est malveillant, je suis mal dans ma peau. Oui, voilà. Oui. Et c'est souvent, et alors je dirais bienveillance et le non-jugement, quoi. Mais oui. Parce que c'est insupportable, bien sûr. Pour vous, c'est insupportable. Ça m'insupporte. Parce que votre identité est plus, plus floue pour vous-même. Vous voyez, le fait que les autres vous impriment des images de qui vous êtes, alors que vous êtes vous-même en quête, c'est injuste. Oui. De quel droit ils viennent vous coller des étiquettes alors que vous-même vous ne l'avez pas? Non. Et ça c'est quand même très agaçant. Donc c'est ça qu'il faut leur répondre. On dit écoutez, vous êtes malin, vous êtes merveilleux, vous me connaissez mieux que je ne me connais, c'est merveilleux, non? D'accord. Avec un grand sourire. Ouais. Parce que c'est facile avec des gens comme vous d'aller vous coller des étiquettes. Vous êtes en demande de ça. Oui. Vous êtes en demande extérieure d'image. Donc, alors là, vous leur faites plaisir à l'extérieur. Ils y vont de gaieté de cœur. C'est fastoche. Oui. Ça les évite de se confronter à eux-mêmes et de se regarder eux-mêmes. Mais oui. Mais tout ça, je le comprends intellectuellement. Je le comprends. Ça fait longtemps que je le comprends. Mais c'est comment renvoyer, comment... Alors, il y a Julia, vous avez plusieurs auditeurs, Quentin va vous donner leur numéro. D'accord. Il y a Julia qui dit « Rester fidèle à soi ». C'est très joli. Ouais. Et elle dit c'est ça, je comprends mieux le surdouement, dit-elle. C'est une découverte, cette seule découverte rassure, mais la vie continue en mieux et en secret. C'est rester fidèle à soi. Oui. Et puis oui pour la bienveillance, dit un autre auditeur. Et enfin il y a un autre auditeur qui dit également que elle aussi elle a été à 45 ans, on lui a dit qu'elle était surdouée et qu'elle en avait beaucoup souffert. Voilà, j'essaye de lire en même temps. Et aujourd'hui alors 87, 85 et un 61, je crois. Je suis d'accord pour rentrer en relation en antenne avec Patricia. Donc voilà, elle vous... Mais alors dans ces cas-là, je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, laissez votre numéro, parce que j'ai pas le numéro pour le donner, pour que Quentin puisse vous le communiquer. Voilà. Alors, et puis un autre auditeur dit surdoué est un mot impropre, doué suffisant. Le problème des doués, de savoir s'adapter à l'existence. Oui. Je connais le problème et l'orthophoniste que je suis en est revenu de ces diagnostics de surdoué. Doué, mais pas l'étiquette de surdoué. Oui, par pitié. Et moi, le mot que je préfère, c'est la douance. Ah oui. Que c'est beau. Oui, c'est très beau. Ce mot me résonne et me parle beaucoup. Ça. Oui. Oui. Et il y a justement qui demande si parce que elle dit habituellement le terme de surdoué sous-entend des qualités intellectuelles exceptionnelles. Avez-vous envisagé par exemple de faire des études qui vous plaisent et vous épanouissent? Ben, j'ai 51 ans.
C'est trop tard. Vous allez me dire, c'est trop tard. Et c'est pas trop tard, mais j'aurais une envie. J'aurais une envie. Oui, je comprends. Voilà. Mais on va se quitter, vous savez, Patricia, sur votre très joli mot de douance. Et développez ça. Développez ça et défendez-le. Moi, j'ai envie de dire défendez-le, ce joli mot. Oui. Hein? Ouais, mais voilà, concrètement, je vous engage. Jours, c'est pas facile, non, mais justement, ça va être un joli combat pour vous. Bon combat et bonne douance, Patricia. Et bonne nuit à vous tous, chers auditeurs. On se retrouve vendredi prochain. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1 et tout de suite le flash Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Sophie. Bonsoir à tous.